Ok, bonsoir à tous. On devrait être live. On va faire les tests. Ça a l'air de fonctionner. Et pour l'instant, il n'y a pas de connecté. Donc on parle dans le vide. Je crois qu'on entend tes notifs. Et je pense que ça commence à se connecter. Si jamais vous êtes connecté, n'hésitez pas à mettre un message sur le chat pour qu'on voit que ça fonctionne. Ouais, là, je vois qu'il y a 18 personnes. D'ailleurs, si vous êtes connecté et que vous ne pouvez pas poster de message sur le chat, il faut vous créer un compte Twitch. Donc n'hésitez pas à le faire, ça vous permettra de faire des blagues, d'envoyer des mots gentils et des gifs pour nous faire rire pendant qu'on présente tout ça. Donc là, ça a l'air de fonctionner. On a 25, 26, 30 personnes de connectées. C'est super. On va attendre encore peut-être 1 minute avant de commencer pour les retardataires. Ok, top. Du coup, bienvenue à tous pour ce 4e et dernier Monthly Marty de l'année. On a un beau programme ce soir, comme vous l'avez sûrement vu, avec plein de super interlocuteurs et interlocutrices qui vont nous raconter des choses top. On va aussi en profiter pour faire un retour sur une année de Data for Good, vu que c'est le dernier de l'année, une petite rétrospective, et vous parler de l'année de l'année prochaine, ce qui va se passer en 2022. Donc on a 1 heure devant nous, et pour une fois, a priori, le programme devrait fonctionner pour que ça ne dérape pas et que ça fasse bien que 1 heure, et pas 1h30 ou 1h40, comme les 3 précédents. Donc restez connectés, on devrait être dans les clous. Vous remarquerez qu'on accueille parmi nous une présentatrice qui était là pas mal avant, qui nous fait le plaisir d'être là à nouveau. Coucou Lou, coucou Ben, qui sont co-présentateurs et présentatrices de ce soir. Bonsoir. Et qui nous vont aussi accompagner pendant la suite de cette soirée. Qu'est-ce qu'on va voir du coup ce soir? On va parler, donc, je disais 2 secondes de Data for Good, et très très rapidement des projets sur lesquels vous pouvez vous engager. C'est pas trop le focus de ce soir parce que on a une grosse section inspiration pour finir l'année en beauté avec 3 projets qui nous seront racontés: féminisme populaire, Carbon 4 Finance et Electricity Map, qui vont être la grosse partie de ce soir. Mais du coup, sans plus attendre, très rapidement, l'association Data for Good et la rétrospective de ce qui s'est passé cette année. Pour ceux qui ne connaissent pas, on adore cette citation. Olivier d'Electricity Map l'adore aussi, il me semble, il en parlera peut-être tout à l'heure, mais c'est un de nos mantras Data for Good, c'est que beaucoup de gens de notre génération, leur travail, c'est au final d'aider à faire cliquer plus sur des pubs, et c'est trop dommage d'avoir du gâchis de cerveau pour des choses qui sont parfois aussi futiles. Et du coup, notre raison d'être dans l'association, c'est d'un peu de retourner cette balance et d'avoir ce temps qui est investi pour aider des associations et des ONG sur des problématiques d'intérêt général, de santé, d'environnement, d'inclusion, d'égalité des chances, plutôt que de les utiliser pour faire des algorithmes pour aider à cliquer sur plus de pubs. Et donc ça fait partie de notre ADN. Et c'est ce qu'on fait depuis 2014, avec beaucoup d'amour, beaucoup de projets. On a fait 70 projets, on a fait 9 saisons d'accélération, avec beaucoup de petits projets, des gros projets, et donc et des rencontres qui ont été faites à travers depuis 2014. On a aujourd'hui 2500 bénévoles, dont un certain nombre seulement sont actifs, mais en tout cas, au fur et à mesure des années, la communauté s'est étendue autour de ce nombre de personnes, pour vous donner une idée.
Et justement, pour une fois, on va être un peu plus précis que ça pour vous raconter exactement quelques chiffres, parce que maintenant on en sait un petit peu plus. Comme le disait Ben, n'hésitez pas à vous présenter dans le chat, ça nous fera plaisir parce qu'on vous connaît probablement, mais on ne reconnaît pas forcément vos pseudos Twitch qui sont parfois illisibles, ou peut-être qu'on ne vous connaît pas et que vous apprenez à nous connaître aussi ce soir pour la première fois, donc n'hésitez pas à mettre un petit message. Pour que vous ayez en tête ce qu'on a fait jusqu'à présent, en fait, on a accompagné beaucoup d'autres assos et ONG dans leurs problématiques sur des questions data, dev, tech, qui ont parfois nécessité même une création d'associations. Donc là, vous avez quelques logos justement d'assos et d'institutions publiques ou pas qu'on a aidés. Donc les plus connus étant justement Open Food Facts, le CBIOS, le Musée d'Histoire Naturelle, de la Banque Mondiale, l'IGN, des assos qui sont créés au final à travers Data for Good, qui ont commencé à exister aussi par Data for Good comme Pioneer ou Deton, aussi des entreprises, parce qu'en fait, tant qu'il y a de l'impact, c'est pas forcément tant un problème de filer un coup de main. Et donc, notamment, on va reparler de Carbon 4 un peu plus tard. Donc ça vous donne une petite idée des différents projets sur lesquels d'ailleurs, si vous ne connaissez pas, vous pourriez contribuer dans les mois à venir, parce qu'on a aussi des belles surprises pour notamment la saison 10, dont on va parler dans 2 secondes, puisque pour que vous compreniez où est-ce qu'on en est en ce moment, on est dans une période de off-season, donc de hors-saison, c'est-à-dire qu'on organise des saisons d'accélération de projet qui durent 3 mois, et là on est entre la saison 9 et la saison 10, et c'est la première fois de l'histoire de Data for Good où on se laisse un peu de temps pour ne pas relancer une saison tout de suite, et pour avoir aussi tester des nouveaux types de projets avec des nouveaux profils, peut-être sur des temps plus courts ou plus longs. Et c'est notamment pour ça qu'on a lancé en septembre les Monthly Marty, ces rendez-vous mensuels dans lesquels on profite d'avoir un temps un peu libre pour aussi présenter d'autres projets, parfois juste pour nous inspirer, ou des projets qui seront lancés peut-être plus parfois sur le long terme, avec peut-être plus de développement, un peu moins de data. Et donc ça, on teste depuis quelques mois, comme le nom l'indique, c'est seulement la 4e édition de ces rendez-vous mensuels, et donc on va aussi avoir les résultats ce soir. Mais le but, c'est aussi de préparer la saison 10 en février 2022, sur lequel on aura pas mal de choses qui seront de jolis projets qui seront présentés pour s'investir et pour essayer de développer soit des nouveaux outils ou des nouvelles librairies ou des nouvelles solutions qui changent le monde un petit peu brique par brique, comme on aime bien le dire à Data for Good. Donc on a hâte de vous présenter un peu ça. Normalement, si tout se passe bien, on lancera en février en grande pompe, et peut-être même sur un format mi-physique, mi-virtuel, parce que c'est un des objectifs de l'année prochaine, ce qu'on va vous raconter aussi dans 2 secondes. Donc petite rétrospective avant de rentrer dans le dur, pour que vous ayez en tête un peu tout ce qu'on a fait cette année, que vous ayez aussi les visages des membres de l'association au passage qui ont contribué au développement de l'asso et qu'on remercie dès maintenant avec Ben et Lou ce soir. Qu'est-ce qu'on a fait en 2021 ? On a fait une saison d'accélération dans laquelle il y avait 9 projets, beaucoup de projets notamment sur le complotisme, sur l'environnement et sur d'autres thématiques qui étaient importantes. On a lancé 4 Monthly Marty, et en tout on a travaillé sur 15 projets principalement. Donc ça demandait beaucoup de temps et de cerveau de bénévoles, qu'on remercie aussi au passage, parce que ça a permis de faire des choses assez géniales, et donc on a hâte de continuer l'année prochaine. Comme je le disais, on a créé le hors-saison, et on commence à trouver un peu un mode de travail un peu stabilisé pour ces moments d'accélération qui sont un peu plus dans le temps long. On n'a pas encore tout finalisé, mais donc n'hésitez pas à aussi nous donner des feedbacks là-dessus, parce qu'on apprend un peu en marchant, et donc on essaye de faire ces projets pour aussi que n'importe qui puisse un peu s'engager, parfois des personnes qui n'ont pas forcément du temps pendant les saisons, parfois 1 heure par-ci par-là, parfois justement 1 heure mais sur 6 mois plutôt que sur 3 mois. Et donc on essaye de fournir différents moyens d'engagement à tous les bénévoles. Donc n'hésitez pas, si jamais vous trouvez que justement on pourrait encore faire les choses mieux, on est encore en train d'apprendre. Ce sera avec plaisir. On a aussi créé une nouvelle identité visuelle. On remercie Margot au passage qui nous a permis de faire ce nouveau logo, ces nouvelles couleurs, ce qui change pas mal par rapport
l'identité historique de Data for Good et qui nous représente un peu plus. On a outillé un peu la communauté, donc c'est-à-dire que concrètement, on a commencé à payer des outils, ce qu'on ne faisait pas avant, parce qu'on a un petit peu d'argent de côté, pas beaucoup, mais juste assez pour pouvoir financer, d'avoir une plateforme notamment nous permettant de prendre des notes. Donc si vous connaissez Notion, aujourd'hui on utilise Slate et ça nous permet de prendre des notes, d'avoir des pages permettant de diffuser des informations, de noter des choses sur les projets. On a aussi payé une plateforme pour nous permettre de faire du streaming sur Twitch, mais surtout, et le plus important, c'est de garder, de conserver, d'avoir des replays de nos événements, ce qu'on n'avait pas du tout avant. Et donc, on a une meilleure traçabilité de nos projets, et maintenant, on arrive plus facilement à aborder des nouveaux bénévoles grâce à ces replays. On a aussi pas mal travaillé sur commencer à être un peu plus reconnu dans l'écosystème. On a été invité dans les derniers mois à beaucoup de ministères, dans le ministère de la Justice, ministère des Finances, ministère de la Transition écologique, ministère de la Transformation publique, pour parler de notre point de vue sur l'open data, sur l'intérêt général, sur Data for Good tout court. Et donc ça commence à aussi permettre de faire des projets intéressants. Par exemple, on a un projet avec le ministère de la Transition écologique en ce moment sur lequel de nombreux bénévoles travaillent et qui commence à avoir vraiment un intérêt très fort et dont je cite avoir entendu en live et par surprise la ministre de l'Environnement qui parlait de ce projet-là. Et du coup, on était tous très fiers de savoir que c'était remonté jusqu'aux oreilles des ministres un peu ce que faisaient les bénévoles. Donc c'est assez génial de se rendre compte que voilà, on commence aussi à pouvoir faire changer les choses avec d'autres personnes de l'écosystème de l'intérêt général auprès de la fonction publique. Et donc ça, on vous en reparlera parce qu'il y a des choses assez intéressantes qui sont lancées en 2022. On essaie de s'ouvrir aussi à d'autres communautés, notamment vendredi, Joggle, pour pouvoir proposer nos projets à d'autres personnes et s'ouvrir à d'autres types de profils. Donc ça, on commence à peine, mais ça va permettre aussi de faire du mécénat de compétences pour avoir parfois des entreprises qui nous aident pour déployer les projets un peu plus vite. Mais ça, on est pareil, on est encore au début. Et on a lancé 2-3 initiatives un peu sympas, comme par exemple le canal ID, permettant à n'importe quelle personne de la communauté de proposer une idée et d'essayer de regrouper un nombre de bénévoles autour de cette idée-là pour travailler ensemble dessus. Et ça commence à avoir un intérêt. On voit qu'il y a plein d'idées qui émergent et qui maintenant ne nécessitent plus que la personne pour passer le pas et se dire bah tiens, je vais développer cette idée, constituer une équipe. En tout cas, n'hésitez pas à rejoindre le canal sur Slack. Il y a plein de choses super intéressantes dessus et vous pouvez vous-même proposer vos idées. Donc, voilà en résumé. Je ne sais pas si j'oublie quelque chose, Ben, si tu as quelque chose à rajouter là-dessus. Juste un petit commentaire sur l'année. Non, c'était une super année. Je pense qu'on on continue à avancer sur la structuration de l'asso, avoir une vision un peu plus concrète et super excité pour 2022. On va juste faire encore plus grand l'année prochaine. Justement, parlons parlons d'abord juste de un peu de data, parce qu'on est quand même Data for Good et vous avez trouvé ça ironique, mais c'est la première fois depuis 2014 où on analyse un peu vraiment nos données. C'est la première fois qu'on regarde ça, donc on découvre presque ça avec vous, mais on s'est dit que c'était quand même l'occasion d'un petit peu faire une rétrospective chiffrée sur l'année. Donc pour que vous ayez une idée, aujourd'hui on a 2500 membres sur le Slack, donc quand même 700 qui sont arrivés cette année. C'est un peu moins que l'année dernière, donc on est un peu déçus, mais l'année dernière on avait quand même bénéficié de l'effet Covid. On a quand même 5000 personnes sur le Meetup et maintenant on commence à avoir des centaines de vues sur nos replays, sur ces événements que vous voyez et vous êtes présents aujourd'hui. Les top projets qu'on veut féliciter aussi d'un point de vue activité dans les dernières années, on veut féliciter 2 tonnes, qui est genre de loin le projet sur lequel il y a eu le plus de membres actifs. Donc au passage, si François est connecté, je pense pas, mais en tout cas on est très content de voir ça. Payronir, forcément, Code Carbone qui est monté en flèche, le serment d'Hippocrate qui date de la saison 4 et Mednoom qui date de la saison 8. Et justement, pour vous donner une idée un peu de l'activité sur le Slack, qui est un peu le cœur de la communauté, on a vu des choses assez intéressantes en regardant ça. Donc on voit l'évolution de nos membres actifs par semaine et les membres qui ont posté. Et on voit clairement la saisonnalité justement des saisons 7, 8, 9 et du lancement des Monthly Marty. Et on voit des choses assez intéressantes, notamment on voit qu'il y a un pic au moment du lancement des saisons, mais on voit aussi qu'il y a une déperdition de moitié quasiment des gens qui
sont actifs sur le Slack, sans forcément s'engager sur les projets, et qui vont assez vite abandonner au fur et à mesure, jusqu'à ce qu'il nous reste la moitié des bénévoles à la fin de chaque saison. En résumé. Donc ça nous montre aussi qu'on sait qu'il y a plein de choses sur lesquelles on doit travailler, nous, dans l'association, pour permettre aux bénévoles de rester sur les projets pendant plusieurs semaines, pour vraiment apporter leur aide aux associations. Et parfois, c'est peut-être des choses tout bêtes, comme par exemple penser à installer Slack pour avoir les notifications. Parfois, c'est les bénévoles sont pas matchés sur les bons projets, ou alors ils retrouvent pas l'accompagnement technique qu'ils ont besoin pour monter en compétence et être vraiment utile, et du coup, ils peuvent se décourager. On sait qu'il y a plusieurs raisons, et en fait, on va vous envoyer un petit sondage après, si jamais vous avez des raisons de déception ou d'engouement sur les différents projets. En fait, on prend tous les feedbacks parce qu'on veut vraiment permettre d'assurer aussi aux associations qu'on aide d'avoir des bénévoles qui sont super engagés et qui ont toutes les cartes en main pour pouvoir donner le meilleur d'eux-mêmes. Et donc ça, on prend tous vos retours dessus. Ce sera super précieux pour l'association. On voit aussi qu'une des questions, c'était d'arriver à avoir quelque chose qui est un peu plus, pas en dents de scie, mais pour avoir quelque chose tout au long de l'année. Et on voit avec surprise, et on est assez content que le lancement des Monthly Marty, cette fréquence mensuelle sur laquelle on va aussi donner des news, en fait, elle a un intérêt, et qu'on a de plus en plus de gens actifs de façon naturelle, sans forcément s'engager sur des projets, qui participent, qui parfois répondent, qui aussi envoient et lisent nos messages. Donc ça fait plaisir à voir, et donc pareil, si vous avez des feedbacks là-dessus, on sera très preneur aussi. Ensuite, un autre petit chiffre, c'est les gens qui ont été les plus actifs et qu'on veut remercier, qui ne sont pas dans l'équipe Data for Good. Et donc, il y a le top 5 des personnes les plus actives. Alors, je ne sais pas si elles sont connectées ce soir. Et on a rajouté une 6e personne qui est quelqu'un, clairement, qui mérite aussi d'être dans le top parce qu'il est aussi actif sur plein d'autres communautés et qui parle de nous. C'est Clément de Labelia. Mais voilà le top 5 cette année des gens qui ont le plus contribué à la communauté. Et du coup, pour les remercier, on a un cadeau, c'est un petit pull Data for Good, parce que pour la première fois, on fait du merchandising, on s'est fabriqué nos premiers goodies aussi pour quand on est à des événements représenter l'association. Et donc, pour ces 6 personnes, Marion, merci d'être connectée. Dès qu'on reçoit les pulls en janvier, on vous en donnera un petit. Merci encore pour tout votre engagement. Et effectivement, Code Carbone en force, parce que sur les 5, il y en a 4 de Code Carbone. Donc, merci à vous. Dernier slide avant de passer au projet inspirant, c'est qu'est-ce qu'on fait en 2022 ? Plein de choses. On a plein d'idées. Avant-dernier, parce qu'il y a justement un autre slide qui est très important, c'est la saison 10, forcément, peut-être la saison 11 aussi. Donc ça, on le disait, on a plein de choses prévues et on vous racontera ça très vite en janvier. Idéalement, même si là, ça sent pas bon encore pour janvier, mais en tout cas, ça devrait se passer pour les mois qui suivent, se retrouver en vrai. On sait ça fait 2 ans qu'on essaie de le faire, on n'a pas trop réussi, mais en tout cas, on a plein d'idées d'apéros, de hackathons, de fresques, de formations, de webinaires hybrides, de formats, de travail, de retour au Liberté Living Lab. Il y a plein de choses qu'on veut faire et on espère qu'on pourra le faire l'année prochaine. On est en train de travailler sur mettre à jour un peu notre dinosaure de site et de plateforme pour justement mieux guider les bénévoles dans ce qu'ils peuvent faire. On a plein de projets pour développer la communauté et la place dans l'écosystème. Et notamment pour ça, on veut structurer un peu l'assaut, on veut lancer des assemblées générales, être capable de prendre des stagiaires, être capable pour les entreprises aussi peut-être de défiscaliser s'ils s'engagent avec Data for Good. Ça nécessite pas mal de choses à mettre en place. Si ça vous intéresse, on parle dans une seconde parce qu'on a besoin d'aide. On veut écrire aussi plus de contenu pour continuer pour aider nos parties prenantes et les gens à qui on parle à les sensibiliser à la tech engagée. Et pour faire tout ça, en fait, on a besoin de faire soit des partenariats, soit d'avoir plus de gens qui contribuent à l'association. Et justement, c'est aussi le but de ce slide d'après. En 2022, on souhaite encore agrandir l'équipe. Et ça vous donne juste une idée, là, les quelques postes, quelques rôles, qui ne sont pas forcément une personne, mais peut-être plusieurs personnes ou plusieurs rôles dans une même personne qu'on recherche. Il y a plein de trucs à faire et en fait, pour rappel, nous on est tous bénévoles et on a tous un travail à côté et on fait ce qu'on peut pour essayer de gérer cette association dans le temps qui nous reste et en fait, on est complètement preneur de toute l'aide que vous pourriez donner.
Donc pour animer la communauté de bénévoles, envoyer des articles, rédiger d'autres articles, trouver des partenariats, sourcer des projets, se faire identifier comme lead technique pour aider sur des projets de façon spontanée, nous aider à analyser nos propres données ou à développer nos plateformes, à structurer l'association d'un point de vue juridique, fiscal, etc. Voire de faire tout ça en même temps en faisant partie de la core team. En fait, on accepte n'importe quoi, donc il suffit juste de nous envoyer à Ben et moi un message sur Slack pour dire coucou, j'ai vu ce que vous aviez dit, en vrai je suis super motivé de vous aider et à m'engager de façon long terme ou de façon approfondie pour l'association. On prend, n'hésitez pas à nous envoyer un message. Et justement, j'enverrai après aussi un sondage là-dessus, vous pourrez mettre un petit message là-dessus, j'enverrai dans le chat pour recueillir votre avis, pour qu'on puisse faire le taf encore mieux l'année prochaine. Voilà pour l'association. Je sais que je me rends compte que j'ai déjà dépassé, donc je vais essayer d'accélérer encore ma parole pour que on ait le temps sur les projets. Mais en tout cas, c'était quand même important pour nous de vous faire un retour sur l'association en 2021 et ce qu'on attendait pour l'année d'après. Donc on espère que ça vous a intéressé et que vous avez même envie maintenant de nous aider encore plus. On va envoyer le lien sur Slack dans 2 secondes. Très rapidement, avant de passer à donner la parole à Bouchra, il y a des projets en ce moment sur lesquels il y a besoin d'un coup de main, qui sont tous ici et qui seront envoyés dans un compte-rendu demain. Je ne vais pas en parler beaucoup plus longtemps pour laisser la place à nos invités, mais sachez que voilà, c'est pas parce qu'on attend la saison 10 qu'il n'y a rien à faire. Il suffit effectivement de rendre le Slack, de rentrer sur le Slack et de suivre les différents tutoriels, et vous pourrez rejoindre ces projets et proposer votre aide si jamais ça vous intéresse. On va envoyer tous les liens dans le chat juste après, dès qu'on donne la parole à nos invités. Et justement, voilà, on a fait le tour de la partie présentation de l'association et retour sur l'association, et on passe maintenant à l'inspiration, sauf si, en attendant que Bouchra, je te fasse monter sur scène, Lou, en tant qu'ancienne présidente, tu veux nous laisser un petit mot, voir si tu es fière de tout ce qu'on a fait cette année. Alors, j'avais pas préparé de discours, mais non, je suis super impressionnée et je trouve que c'est génial tous ces nouveaux formats que vous lancez, que vous avez aussi redonné beaucoup de dynamisme à l'association entre les moments des saisons, donc c'est super chouette. Et je vois que Bouchra est prête, donc je vais lui laisser la main. Désolée, j'avais Merci. déjà un petit message d'encouragement de Julie, donc je lui répondais. Merci. Bon, déjà, je suis la première à commencer, donc c'est un peu la pression là. Merci d'abord de m'accueillir sur votre plateforme pour partager un peu le féminisme populaire et puis notre projet qui nous amène ce soir. Donc moi, je suis Bouchra Azouz, je suis dans la vie de tous les jours réalisatrice et en même temps, je me définis plutôt comme une militante féministe en vérité, puisque tout ce que je le fais pour porter en fait cette idée du féminisme populaire. Donc je suis réalisatrice, essayiste et j'essaye au travers de mes différents travaux de porter l'idée que dans les quartiers populaires en particulier, les femmes sont une solution sur laquelle on ne mise pas suffisamment. Et le postulat, c'est de dire que finalement, les dynamiques émancipatrices qui sont portées par les femmes, elles sont suffisamment puissantes pour à la fois transformer un peu les paradigmes et puis porter des dynamiques de progrès. Et donc voilà, c'est un peu un constat simple qui part d'une expérience d'abord personnelle. Et cette expérience personnelle, en fait, elle va forger à la fois cette idée du féminisme populaire et alimenter à la fois mes écrits et mes films. Donc j'ai porté une trilogie qui s'appelle la trilogie du féminisme populaire et qui a été diffusée sur France 2 entre 2015 et 2020, enfin 2021, l'année dernière. Donc 3 films pour 3 générations de femmes issues de l'immigration et des quartiers populaires. Et ces 3 films se voulaient quand même être un peu la vitrine
j'ai envie de dire, du féminisme populaire, c'est-à-dire de montrer qu'au travers de 3 générations de femmes issues des quartiers et de l'immigration, eh bien, on décrivait un héritage de luttes qui sont des luttes invisibles, mais qui pourtant sont à l'œuvre et elles sont puissantes. Donc voilà, ces 3 films, c'était une manière de soutenir aussi l'association qui a pour but, comme vous le verrez dans les slides, en fait, on a 3 objectifs majeurs. D'abord, un premier qui a été très long parce qu'il a fallu presque 10 ans pour objectiver, pour porter cette pensée du féminisme populaire, parce que il fallait s'inscrire un peu dans un échiquier du féminisme qui est là et il faut trouver sa place, il faut se faire entendre, il faut exister. Donc ça a été 10 ans de travail. Et donc ça, c'est d'abord le plaidoyer, mais aussi des actions. Et les actions, en fait, elles sont, voilà, sur cette slide. Les actions, c'est à la fois le programme Héroïne, le programme d'accompagnement à l'autonomie des femmes, qui est vraiment l'axe majeur du féminisme populaire. Et puis le troisième volet qui va dans le sens de mes films, qui est la mise en lumière, de porter en fait des modèles identifiants qui sont pas suffisamment en fait visibles. Et donc ce prix des héroïnes récompensait sur 5 thématiques différentes des femmes issues des quartiers populaires et qui ont des parcours inspirants. Donc voilà en gros le féminisme populaire avec un coprésident qui s'appelle Noël Cambécédès, qui est d'ailleurs dans le digital, et puis une armée de bénévoles qui sont actives en particulier pour porter le programme Héroïne en région. Et donc ce programme-là, c'est un programme qui a vocation à être itinérant, qui s'installe dans des quartiers différents, 3 quartiers par an. Et l'idée, c'est d'accompagner, d'impulser une dynamique de groupe dans ces quartiers dans lesquels on vient en soutien à des femmes qui sont porteuses de projets à différents niveaux. Ça peut être de la création d'entreprises, ça peut être une remobilisation sur de l'employabilité, c'est-à-dire des femmes qui sont très éloignées de l'emploi, mais qui ont un désir de retourner ou d'aller vers un premier emploi. Ça peut être de la formation, un accès, un accompagnement sur une VAE, ça peut être accompagner des femmes sur un projet artistique, mais aussi consolider ou encourager des femmes sur de l'engagement associatif. Appuyé par un travail de recherche-action qui est mené par une urbaniste et une anthropologue. Et l'idée de chacun de ces programmes, c'est de ne pas être dans un one-shot, c'est vraiment créer une dynamique de groupe et puis d'apporter aussi des outils aux villes qui nous accueillent, des outils d'analyse et de meilleure compréhension de ces publics-là qui sont très souvent dans l'angle mort des politiques publiques et d'essayer d'identifier les freins, les contraintes qui font que les dispositifs existants ne sont pas exploités au maximum ou les femmes ne se tournent pas vers ces dispositifs. Et vraiment, c'est essayer de donner des outils aux municipalités pour qu'elles puissent essayer d'apporter des solutions pratiques après notre départ. Donc jusque-là, en fait, notre mode d'action, c'était vraiment de se déplacer, travailler via notre réseau associatif qui est assez important, un réseau aussi politique parce que je suis aussi quelqu'un de très engagé dans, je vais dire, plus de la soft influence politique que vraiment un engagement politique dans le sens d'être engagé dans un parti ou engagé au vu d'élections. Ça m'a jamais tellement intéressée. En revanche, je revendique d'être plutôt dans de la soft influence et du coup s'appuyer sur tout ce réseau politique pour essaimer le plus largement possible nos programmes. Donc voilà, jusque-là, on avait ce mode opératoire hein, qui atteint ses limites parce que moi, je suis aussi de plus en plus engagée sur la réalisation et je passe aussi très bientôt à la fiction. Donc ça me prend beaucoup, beaucoup de temps de faire des films. Donc j'ai moins de temps à consacrer
à l'association et au programme tels qu'on les portait jusqu'à présent. Et donc, la raison pour laquelle je suis ici ce soir, c'est essayer de mobiliser en fait des compétences pour nous aider à passer à une autre échelle, digitaliser l'offre du féminisme populaire via une plateforme qui est dans une première application assez simple, c'est de mettre en exergue toutes ces femmes qui sont porteuses de projets dans les quartiers politiques de la ville, enfin, dans les quartiers, on va dire, les mettre vraiment en évidence au travers de cette plateforme, qu'elles aient un espace pour elles. Et puis, de l'autre côté, lever en fait du mécénat et du bénévolat pour venir soutenir ces projets. Et l'idée, en fait, c'est de se dire, bah, en fait, ça marche bien. Il y a plein de gens qui ont envie de participer, qui ont envie de participer à une solidarité dynamique et active, avec des résultats assez concrets, parce que je pense que ce qui est assez frustrant quand on s'engage dans l'associatif, c'est qu'on n'en voit jamais le bout. Là, en fait, l'idée, c'est que les personnes qui viennent sur la plateforme puissent choisir les projets sur lesquels elles peuvent s'investir et en mesurer très directement et participer très directement à, à la réussite de ces projets. Donc voilà, c'est une idée assez simple et qui nous permet, nous, à la fois faire la démonstration que les femmes, elles sont très nombreuses à être porteuses de projets, à avoir des envies voilà, de changement, de bouger, d'autonomie financière. Et que de l'autre côté, il y a aussi énormément de solidarité, contrairement à ce que l'ambiance actuelle voudrait nous faire croire, qui serait qu'on est dans une France recroquevillée sur elle-même, à chasser les pauvres, les inactifs, les étrangers, etc. Moi, je crois qu'au contraire, il y a une solidarité qui est puissante et qu'il faut mettre en musique et coordonner un petit peu tout ça. Voilà. Donc, voilà ce que je pouvais vous dire très brièvement. Et aujourd'hui, donc, on a vraiment un besoin. On est accompagné par une agence qui s'appelle A3 Consulting, avec Bastien Lablanchy, qui n'est pas là ce soir, mais qui m'accompagne depuis presque un an. On a travaillé pendant près d'un an avec l'École des Gobelins, qui nous a fait un premier audit très détaillé, très étoffé sur notre programme Héroïne et sur les perspectives de digitalisation de cette offre-là. Donc, on a déjà un travail assez conséquent qui a été fait et on a besoin maintenant de vraiment renforcer l'équipe parce que moi, déjà, ça dépasse mes compétences et que là, il faut vraiment des gens qui soient très techniques. Voilà, moi, je ne suis pas du tout dans le digital, je ne suis pas une geek, tout ça, mais totalement étranger. Néanmoins, voilà, on a besoin de vous, on a besoin de compétences, on a besoin de volonté, on a besoin de gens qui, comme nous, croient que ensemble on est plus fort et qu'ensemble on peut vraiment participer à changer les choses. Et un des points sur lesquels aussi je voulais insister par rapport à Data for Good, et c'est vraiment un des points qui a permis aussi qu'on accroche, c'est ce sens aigu de l'intérêt général. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui m'est chevillé au corps et auquel j'attache beaucoup d'importance. Je crois qu'on peut faire énormément de choses, mais que le plus important, c'est de toujours avoir une perspective du collectif, une perspective du nous et donc de l'intérêt général. Et je suis convaincue que dans l'auditoire, il y a des gens qui seront sensibles à cet appel. Voilà, merci. Merci beaucoup, Bouchra. Théo, je m'étais juste proposé de donner un coup de main à Bouchra sur préciser les besoins techniques. Je me permets de remonter sur scène. Voilà, merci Théo. Vous l'avez compris, je partage la présentation parce que genre dans l'équipe féminisme populaire, ils ont besoin de beaucoup d'aide sur toutes les questions techniques. Donc en gros, en résumé, il y a des questions il y a une question de développement d'une plateforme pour pouvoir permettre le matching entre justement des femmes qui ont besoin d'aide ou qui souhaiteraient se faire aider pour s'émanciper et des porteurs de projets ou des bénévoles qui seraient prêts à donner un coup de main, à mentorer, à venir faire différents accompagnements
pour ces femmes-là, voire peut-être des associations. Donc il y a une vraie question de matching. Il y a une question derrière aussi d'accessibilité, parce que c'est pas forcément justement des populations qui ont forcément une simplicité comme les gens autour de cette table virtuelle à avoir accès aux outils numériques. Donc il y a une vraie question de réflexion UX, UI pour faciliter justement l'inclusion dans cette plateforme. Mais au-delà de tout ça, au-delà de la plateforme, en fait, il y a une réflexion sur les besoins, justement, qui est assez profonde, parce que c'est comment on va venir permettre de répliquer un accompagnement qui aujourd'hui est au plus proche des personnes, parce que c'est en allant dans les villes, en ayant des personnes qui vraiment se voient face à face, et qui ont du coup un accompagnement qui est vraiment personnalisé, comment on arrive à passer à l'échelle avec un accompagnement qui est digital. Donc cette transposition à l'échelle virtuelle nécessite une réflexion profonde sur les usages et sur la manière d'accompagner ces femmes-là. Et donc concrètement, il y a probablement plusieurs phases dans ce projet-là, et c'est pour ça que c'est des projets aussi particuliers dont on vous parle ce soir. C'est qu'au début, c'est peut-être déjà des personnes, comme disait Bouchra, qui sont sensibles à la cause et qui ont envie de s'engager sur cette cause-là, et qui sont prêts à aider Bouchra comme Bastien, qui le fait sur son temps perso, à structurer déjà cette idée-là. Qu'est-ce qu'on met en place concrètement? Quelle équipe il faut qu'on monte? Quels sont les meilleurs choix technologiques pour arriver le plus vite possible à pouvoir aider des personnes? Donc s'il y a des personnes autour de la salle qui ont une expérience de cadrage de projet, de développement, qui genre sauront genre se dire là en fait c'est peut-être le mieux, c'est pas de développer une plateforme from scratch, mais c'est peut-être de prendre un outil qui permet de faire tout sans code, parce que comme ça on peut arriver très vite à la solution, ou des personnes qui ont une forte expérience justement en UX et en usage pour pouvoir se dire c'est comme ça qu'il faut cadrer. Et ensuite forcément il y a des besoins de développement, principalement front, back, pour pouvoir développer cette plateforme. Et probablement que dans un troisième temps, il y aura aussi des questions de matching pour pouvoir vraiment associer ces femmes à des projets ou à des bénévoles. Et du coup, là, à nouveau, il y aura peut-être des questions plus data analyst, plus data scientist qui vont revenir sur le terrain. Donc, c'est probablement plusieurs phases, ce qui ne veut pas dire que vous ne pouvez pas vous reconnaître dans ces différentes phases-là. Mais si jamais ça vous intéresse, il y a le mail de Bouchra ici, mais on peut aussi relayer nous-mêmes. On va créer un canal sur le Slack pour les gens qui peuvent être intéressés. Donc vous pouvez rejoindre et vous aurez les informations dessus. Est-ce que j'ai bien raconté sans trop déformer Ouais, c'est parfait Théo. Et puis j'en profite aussi pour remercier Julie Jouvencel de Socience, qui est à l'initiative aussi de cette rencontre ce soir. Donc c'est important, tous ces bénévoles autour du féminisme populaire qui nous permettent d'avancer, parce que nous-mêmes, on n'est que des bénévoles et on a envie de participer au changement. Donc merci à tous ceux qui nous soutiennent. Et donc, alors je vous laisse poser des questions. Après, c'est précis. Je vais regarder si y a des questions déjà sur le chat. Ouais, je pense que c'est aussi pour ça qu'on a on a un peu amené Julie dans l'association, pour aussi créer des liens avec des gens qui sont un peu extérieurs à nos réseaux et soutenir des causes qui sont peut-être pas aussi digitalisées que d'autres, et trouver comment est-ce qu'on a un impact sur ces causes-là aussi. Je vois pas de questions dans la plateforme, dans le chat. Théo, je crois que tu as répondu aux différentes questions que j'aurais pu avoir. Peut-être, c'est un peu quoi les échéances de cette plateforme? Quand est-ce qu'il faudrait y avoir un projet, une proof of concept, une preuve de concept? Nous, on est à l'œuvre déjà depuis 1 an. Donc, j'ai envie de dire, le plus vite on y va, le mieux c'est, quoi. Je pense que c'est toujours très compliqué idéalement, j'aimerais que d'ici le mois de mars, on puisse faire déjà le lancement d'une V1, quoi. Idéalement, parce qu'aussi c'est une plateforme qui est attendue. Je pense que ça répond vraiment à un besoin, qui est un besoin important. Et potentiellement, on a la région,
la région Île-de-France, déjà, qui est le premier, qui sera la région pilote, qui est évidemment très intéressée. Et je pense que une fois qu'on se sera lancé, à mon avis, ça va se développer quand même assez rapidement, quoi. Ok. Mais déjà en mars, ça serait l'idéal. D'accord. Bah, nous, on va relayer. Je vois des messages disant super projet. J'aimerais pouvoir y passer du temps. On est tous un peu contraints par notre temps, mais je suis sûr qu'on va trouver quelqu'un pour t'aider, pour aider l'asso. Et on va suivre le projet quoi qu'il arrive. Ok, bah merci beaucoup. Peut-être, ouais, il y a beaucoup de commentaires sur le no-code. J'ai pas envie de suggérer une solution, mais c'est vrai que quand j'entends un projet comme ça, j'ai l'impression que le no-code, c'est une super porte d'entrée. Et ce que je voulais dire d'autre, et qu'on connaît des gens qui sont un peu spécialisés justement dans comment est-ce qu'on apporte on fait un lien entre les associations et le no-code, qui est un peu une façon de se lancer dans le digital sans savoir coder, ce qui est super utile pour ce type de problématique. On va peut-être enchaîner sur le prochain projet. Est-ce que tu as un dernier mot, Bouchra? Bah, non, enfin, je pense que j'ai tout dit. Je peux aussi vous partager des liens de la trilogie du féminisme populaire. Voilà, c'est tout. Bah, super. Je serais très intéressé par la trilogie. Et je vais te souhaiter une bonne soirée et je vais enchaîner sur Lou. Merci. Merci à toi. Salut Lou. Bonjour. Bonjour. Donc on accueille Lou qui va nous parler de bon. C'est en anglais ta présentation. Carbon 4 Finance. Nous parler de Carbone 4 Finance et un peu ce qu'elle fait là-bas. Et peut-être un peu plus de bilan carbone et un peu démystifier certains aspects en carbone. Je te laisse la main, Lou. Ok, merci beaucoup. Je suis ravie d'être là ce soir. C'est la première fois que je participe à Data for Good en tant qu'intervenante cette fois. Donc, c'est un plaisir de revenir pour faire ça. Donc, moi, ce dont j'avais envie de vous parler ce soir, c'était du monde de la finance et de comment est-ce qu'on fait concrètement pour essayer d'attirer l'argent vers les entreprises qui intègrent au mieux les enjeux climatiques dans leur stratégie. Alors, je vais juste revenir 2 secondes sur mon parcours. Je ne sais pas si vous voyez mes slides quand elles bougent là. Oui. Donc du coup, aujourd'hui, je travaille chez Carbone 4 Finance en tant qu'analyste climat. Et j'ai aussi été pendant plusieurs années présidente de Data for Good. Mais ce que je voulais dire sur cette slide, c'est que, et qui peut vous intéresser, c'est que en fait, tout au long de mon parcours, je me suis toujours demandé comment faire pour arriver à faire le pont entre mes compétences en data et ma passion et mon intérêt pour les sujets environnementaux. Et du coup, si jamais vous avez des questions ou si ça vous intéresse de discuter de ces sujets-là, je suis très ouverte pour le faire. Alors, petit spoiler, chez Data for Good, il y a toujours beaucoup de projets d'IA, de machine learning, etc. Ce n'est pas du tout le propos de ma présentation ce soir. Le message que je voulais faire passer aussi, c'est de dire qu'avant de se poser la question d'algorithmes très complexes, il y a beaucoup de sujets, surtout dans l'environnement, où il y a des questions un peu de data assez basiques qu'il faut adresser avant d'être capable de faire de l'algorithmie. Et en l'occurrence, sur les sujets qui nous intéressent, il y a cette question des rapports annuels des entreprises et de transparence des données déjà disponibles qui empêchent beaucoup d'automatisation. Mais bon, je vais revenir sur ce sujet plus tard. Donc, avant de vous parler des données techniquement, je voulais vous rappeler un petit peu le contexte de la finance et du monde dans lequel on vit aujourd'hui. Donc, comme tout le monde le sait, nous n'allons pas dans la bonne direction. Alors, il y a un rapport d'Oxfam qui est sorti
il n'y a pas longtemps qui utilisait justement les données Carbon 4 Finance pour évaluer vers quel monde nous emmènent les entreprises du CAC 40. Et la conclusion, c'est qu'on s'oriente vers un monde autour de 3,5 degrés d'ici à 2100 si rien ne change. Donc, il faut vraiment passer à l'action. Ce qu'on constate aussi, c'est que quand même, il y a des améliorations en ce qui concerne la régulation, surtout à l'échelle européenne. Donc là, je vous ai cité quelques noms, ça vous dira peut-être des choses. Il y a des sujets de taxonomie européenne qui sont en train de sortir. Il y a la SFDR sur tous les sujets de transparence et de disclosure des entreprises. Mais du coup, le point important, c'est quand même de se souvenir que la réglementation augmente, mais que pour que cette réglementation elle fonctionne, il faut du coup que les entreprises, il faut être capable d'identifier quelles sont les entreprises qui performent bien et qui intègrent vraiment ces enjeux environnementaux. Et pour être capable de mesurer, on a besoin de données. Sauf que ce qui se passe aujourd'hui, c'est que il y a plusieurs problèmes qui empêchent de mesurer correctement cet impact. Donc le premier, et celui que vous avez sûrement peut-être en tête, c'est un manque de transparence. Il y a très peu d'entreprises qui reportent vraiment correctement leurs données. Ensuite, quand elles reportent, elles reportent jamais, je dirais pas dire jamais, il y a très peu d'entreprises qui reportent vraiment l'intégralité de leurs émissions. Donc, je vais rentrer un peu plus dans le détail après sur ce que c'est que les émissions directes et indirectes. Mais il y a très peu d'entreprises qui donnent correctement leurs émissions indirectes, qui représentent en général plus de 80% de leurs émissions. Donc, on passe quand même à côté d'une grosse partie des émissions dans ce qui est reporté officiellement par les entreprises. Et ensuite, le troisième problème, et un des plus importants pour l'automatisation de la récolte des données, c'est le fait qu'aujourd'hui, il n'y a pas de standardisation du reporting. Donc, les rapports annuels des entreprises vont varier d'une entreprise à l'autre et même d'une année à l'autre. Donc, c'est assez complexe de récolter des informations. Donc, à droite, je vous ai mis des exemples toujours la même donnée qui est reportée, mais de plein de manières différentes. C'est-à-dire qu'on va avoir des tableaux, des chiffres, des images, etc. et que ça va être très compliqué à récolter. Voilà, juste cette superbe image pour dire que chez Carbon 4 Finance, on utilise beaucoup Excel et que ça peut être un super outil quand on n'a pas toujours toutes les données disponibles dont on a besoin. Donc maintenant, je vais rentrer un peu plus en détail sur ce qu'on fait. Mais pour pouvoir vous expliquer ce qu'on fait et comment est-ce qu'on fait pour mesurer l'impact des entreprises, je dois rentrer rapidement dans la comptabilité carbone et vous expliquer ce que c'est que comment est-ce qu'on calcule les émissions d'une entreprise. Donc, je ne sais pas s'il y en a beaucoup d'entre vous qui sont familiers avec le terme de scope 1, scope 2 et scope 3. Mais concrètement, le scope 1 et le scope 2 d'une entreprise, c'est ces émissions directes, c'est-à-dire les émissions qui sont vraiment directement liées à son activité pour simplifier. Et donc, en fait, c'est comme si on prenait une petite cloche et qu'on la mettait sur l'usine et qu'on regardait toutes les émissions qui ont lieu sur place, plus les émissions de type énergétique comme l'électricité ou la chaleur qui vont être émises ailleurs, mais qui sont liées vraiment à l'activité directe de l'entreprise. Et la partie qui nous intéresse ici, c'est les émissions indirectes, c'est-à-dire toutes les émissions qui vont être induites par l'activité de l'entreprise, mais qui n'ont pas directement lieu sur le site de production. Donc, si je vous prends un exemple, si vous faites du pétrole, par exemple, vous êtes Total, vos émissions de scope 1 et 2, ça va être toutes les émissions qui vont être liées à l'extraction du pétrole dans la terre, etc. Et tout votre scope 3, ça va être du coup toutes les émissions qui sont imputables à votre activité. En l'occurrence, la plus importante, ça va être l'usage de vos produits, c'est-à-dire l'utilisation du pétrole que vous vendez. Et du coup, pour une entreprise de pétrole, ça représente plus de 90% de ces émissions. Or, c'est ce que je disais. Donc là, ces émissions sont très peu reportées par les entreprises. Et là, en fait, je vous montre un graphique où on voit pour chaque secteur l'importance du scope 3 par rapport au scope 1 et 2.
Donc, ce qu'on voit, c'est que, en fait, c'est impossible de de considérer l'impact réel d'une entreprise si on ne tient pas compte de ses émissions indirectes. Or, ce que j'expliquais tout à l'heure, c'est qu'il y a très peu d'entreprises aujourd'hui qui le reportent. Donc, toute la valeur ajoutée de Carbon 4 Finance, ça va être de mettre en place une méthodologie qui permet, à partir de données physiques, parce que l'idée, c'est toujours de repartir de la physique et de réinjecter la physique dans l'économie, à partir des données physiques, de recalculer l'impact réel de l'entreprise. Donc, si je reprends mon exemple de l'entreprise pétrolière, on va regarder, par exemple, le nombre de barils qu'elle vend dans son rapport annuel. On va le multiplier par un facteur d'émission et on va être capable d'estimer toutes les émissions du scope 3 qui sont liées à la combustion du pétrole vendu. Donc voilà, on va regarder à chaque fois on va développer cette méthodologie en comptabilisant, en regardant les performances passées. Donc, par exemple, en gros, est-ce que l'entreprise, sur les 5 dernières années, elle a augmenté son efficacité énergétique, c'est-à-dire elle produit autant mais avec moins d'énergie. Ensuite, est-ce qu'elle a réduit ses émissions de manière absolue? Et ensuite, super important, le futur. Donc, comment est-ce qu'elle compte réduire ses émissions à l'avenir? Est-ce qu'elle se fixe des objectifs de réduction? Est-ce qu'elle promeut les dirigeants qui vont avoir dans leurs objectifs de rémunération des performances environnementales, etc. Donc ça, c'est tous les critères qu'on va regarder pour attribuer une note à chaque entreprise. Et une fois qu'on a attribué cette note, parce que nous, on travaille vraiment avec les investisseurs, donc qui investissent dans les entreprises. Les investisseurs, ils ont des portefeuilles d'actifs, c'est-à-dire qu'ils ne détiennent pas l'intégralité d'une entreprise. Donc là, l'idée, ça va être de développer toute une méthodologie, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais qui permet d'attribuer une partie des émissions d'une entreprise à un investisseur en fonction du montant qu'il a investi dans cette entreprise. Et du coup, ça permet de mesurer la température du portefeuille de l'investisseur et, in fine, d'être capable de savoir pour chaque secteur quelles vont être les entreprises qui sont les plus performantes, c'est-à-dire qui intègrent au mieux les enjeux environnementaux, pour permettre aux investisseurs de faire des choix, de flécher les investissements vers les entreprises qui vont intégrer au mieux ces enjeux-là. C'est tout le but de la mesure de ces entreprises. Et donc là, c'est pas forcément super concret. Donc l'idée, c'est de vous montrer un exemple très rapide sur le stock 600 du type d'analyse qu'on peut fournir. Donc, je vous ai mis juste un exemple, mais on est capable du coup de mesurer l'empreinte carbone totale du portefeuille, ce que ça représente par exemple en tour du monde en voiture, et plein d'analyses beaucoup plus sectorielles. Et vous voyez en haut, on est capable de mesurer du coup la température du stock 600, donc 3,3 degrés. Ça confirme qu'on ne va pas dans la bonne direction. La dernière chose que je voulais vous dire, parce que je vois que le temps file, c'est que c'est super important de mesurer le carbone. Mais en fait, si on regarde que le carbone, on a vraiment une vision parcellaire de l'enjeu environnemental au global. Et que donc, nous, on mesure aussi d'autres types de risques. Donc, on va mesurer aussi, par exemple, l'impact sur la biodiversité et l'impact sur le risque physique des investissements. Et pourquoi est-ce que c'est important d'avoir différentes clés de lecture? C'est parce que parfois, c'est possible, il y a des décisions qui vont paraître très pertinentes d'un point de vue carbone et qui vont être dramatiques pour la biodiversité. Et donc, c'est hyper important d'avoir en tête tous ces différents indicateurs en même temps pour être capable de prendre les bonnes décisions. Et la dernière chose que je voulais vous montrer, c'est finalement à quoi elles servent toutes ces données et qu'est-ce qu'on peut en faire. Pourquoi est-ce qu'on se prend la tête à passer des heures à analyser l'impact de ces entreprises? Donc, la première, c'est celle que je vous ai donnée, c'est d'orienter la décision des investisseurs pour essayer de flécher les investissements vers les entreprises qui intègrent au mieux les enjeux environnementaux. Donc là, je voulais vous donner l'exemple de ce qu'on fait avec un client qui s'appelle Netflix. Et l'idée, c'est que en fait, en amont de leurs investissements, ils intègrent la note environnementale qu'on leur fournit pour que cette note vienne pondérer le risque, la manière dont ils mesurent le risque. Et donc, ça permet, c'est un des meilleurs moyens d'être sûr que
le sujet environnemental est vraiment pris en compte en amont dans la décision d'investissement et pas juste là à la fin pour calculer sur le reporting. Donc, à terme, on espère que ce type de méthodologie peut être intégré dans la plupart des décisions d'investissement aujourd'hui, même si on en est loin encore. Le deuxième usage de nos données, c'est une des raisons que je mentionnais avant, c'est comment est-ce qu'on peut aider les associations dans leur plaidoyer et dans leur mission pour essayer de mieux comprendre l'impact des entreprises et derrière pouvoir faire changer la réglementation, porter des idées une fois qu'elles ont en tête les bonnes mesures et les bons leviers. Et donc là, je vous ai pris l'exemple d'un rapport qui a été produit par Oxfam à partir de nos données, qui mesure l'impact du CAC 40. On en a aussi fait un autre dernièrement pour mesurer l'empreinte carbone des plus grosses banques françaises. Et là, c'est une de nos plus grandes fiertés, c'est vraiment de permettre de faire évoluer le débat public et connaître l'impact réel des entreprises. Et le dernier levier dont je voulais vous parler, c'est celui de la transparence pour les citoyens. Parce qu'en tant que citoyen, on peut aussi avoir un levier fort à travers notamment notre épargne. Et c'est la raison pour laquelle on a lancé un partenariat avec Rift, qui est une application qui permet aux citoyens de mieux comprendre l'impact de leur épargne et du coup d'être capable de prendre des décisions éclairées. Donc, si jamais vous ne connaissez pas et que vous avez un peu d'épargne, je vous invite vraiment à télécharger cette application pour comprendre l'impact de vos investissements. Et du coup, ça met aussi en lumière qu'il y a un enjeu de transparence sur là où va notre épargne. Mais l'idée, c'est vraiment de montrer qu'individuellement, on peut aussi avoir un levier, ne serait-ce qu'en contactant sa banque et en lui demandant où elle investit notre argent. Et ça, c'est vraiment une des raisons hyper importantes pour lesquelles on se lève le matin et on passe des journées à analyser des entreprises tous les jours. Voilà, je pense que je vous ai dit l'essentiel. J'ai pas forcément de levier ou de demande particulière à vous faire. Je voulais juste vous parler un peu de finance et de climat. Et si vous avez déjà compris ce que c'est que le scope 3, je pense que j'ai réussi ma mission. Merci beaucoup, Lou. Ouais, le scope 3, c'est tout un enjeu. Je regarde un peu dessus en ce moment et c'est un peu le bordel. Merci, Lou. Il y a pas mal de questions. Essayer de comprendre d'où viennent les données. C'est peut-être une question. Oui. Alors, d'où viennent les données? Donc, en fait, on produit... c'est-à-dire qu'en fait, on analyse les plus grosses entreprises mondiales. Donc, on va récupérer toutes les données officielles qu'elles reportent. Donc, globalement, les rapports annuels, les rapports de développement durable, etc. Et on va aller récupérer toutes les données de revenus, d'émissions, qui sont disclosées. On va aussi récupérer toutes les données physiques, comme je vous disais, parce que l'objectif, c'est toujours le plus possible de repartir des données physiques pour recalculer l'impact des entreprises. Et à partir de là, on a développé nos propres méthodologies en interne, en partenariat avec la partie conseil de Carbone 4, qui, elle, a l'expertise de savoir pour chaque secteur quels vont être les postes d'émissions les plus importants. Et on va être capable, du coup, nous-mêmes, de recalculer les émissions, surtout pour le scope 3. Et ça, c'est vraiment la particularité de nos données. Super. Une autre question qui était, est-ce que vous prenez en compte les quotas carbone dans vos calculs? Je ne sais pas ce que tu entends exactement par quota carbone, mais si l'idée, c'est de demander si on regarde tout ce qui est sujet de séquestration, etc., on n'en tient pas compte dans l'analyse. Alors après, c'est important de le faire et c'est un des développements qu'on va pousser à l'avenir. Comment est-ce qu'on intègre tout le Net Zero Initiative, qui est un référentiel qui a été développé par Carbone 4 sur comment est-ce qu'on comptabilise les émissions induites des entreprises, ensuite les émissions évitées et enfin les émissions séquestrées dans la chaîne de valeur de l'entreprise.
Mais ça, c'est pas encore quelque chose qu'on regarde. Enfin, en fait, il faut savoir que ces émissions, elles se déduisent pas, quoi. C'est des piliers séparés. Mais si la question c'était est-ce qu'on le comptabilise, on ne le comptabilise pas. Ok. Je crois que c'était plus dans les marchés de quotas. Comment est-ce que tu prends en compte un quota, un échange de quotas carbone entre deux entreprises? En fait, là, c'est pas vraiment le sujet. Disons que le quota, ensuite, c'est ton droit à émettre et tu dois avoir. Enfin, ça, c'est que pour les entreprises qui sont parties du marché du carbone, mais du coup, enfin, c'est pas ça qu'on regarde. Nous, on regarde vraiment les émissions qui ont lieu et qui sont effectuées par l'entreprise. Ok, très bien. Je pense qu'on pourra en parler plusieurs heures. Je vois que le temps tourne. En tout cas, merci beaucoup, Lou, pour ta présentation. Lou est bien sûr disponible sur le chat de Data for Good et no spoiler, mais on entendra a priori très vite parler d'elle à nouveau. On va enchaîner. Lou, est-ce que tu as un dernier mot? Non, merci beaucoup. J'étais ravie de présenter Enfin, Revenu j'étais Climat. ravi de te recevoir en tant que présentatrice, enfin en tant qu'intervenante et pas en tant que présentatrice pour la première fois. Et on accueille Olivier. Bonsoir Olivier. Salut. Olivier qui va nous parler de Tomorrow, mais aussi d'Electricity Map, qui va nous parler plus en détail de ce qu'ils font chez Electricity Map et un peu aussi l'histoire d'Electricity Map, je crois. Je vais essayer. J'ai pas énormément de temps. Je pense qu'il y a beaucoup de sujets. Ouais. Donc, je vais pas pouvoir parler de tout. Faudra me réinviter. Je reviendrai discuter un peu plus longtemps. Peut-être pour commencer, c'est vrai qu'on était connu sous le nom de Tomorrow, qui est une entreprise qui a fait plusieurs projets, dont le premier qui était Electricity Map. Et il s'avère que cette année, on se focalise à 100% sur Electricity Map. Et donc, ce soir, je vais vous parler uniquement d'Electricity Map. Voilà. Okay, merci pour l'invitation. Je pense que Théo va bien aimer ma première slide, du coup. Je pense qu'on est très alignés sur pourquoi est-ce qu'on est là. Moi, l'idéologie Data for Good, j'achète complètement. C'est vrai qu'il y a beaucoup trop d'énergie, de personnes très intelligentes qui focalisent sur des algos d'optimisation sur la pub, qui est en fait le business model de la tech. Et c'est vrai qu'on a des problèmes bien plus importants. Pour parler du problème qui, personnellement, me préoccupe le plus, c'est le changement climatique. Je ne vais pas passer beaucoup de temps dessus parce que je pense que tout le monde est très sensibilisé sur le sujet. Mais en 2 mots, la majorité des gaz à effet de serre viennent de la combustion des carburants fossiles dans le monde de l'énergie. L'énergie, c'est quoi? Au final, c'est ce qui nous permet de transformer notre environnement. Je pense que Jean-Marc Jancovici l'expliquera beaucoup mieux que moi. Mais la manière dont je vois les choses, c'est qu'on a 80% de l'énergie du monde qui vient de carburants fossiles. Il faut qu'on arrive à 0 d'ici 2050 pour un objectif à 2 degrés à la fin du siècle. Ce qui veut dire que changer 80% de l'origine de notre énergie, c'est aussi changer 80% de la manière dont on vit. Et c'est pour ça que pour moi, c'est un problème très, très challenging, mais aussi très fascinant. Donc ça, c'est un petit peu la manière dont on fabrique, disons, de l'électricité dans les temps modernes. Donc ça, c'est une très, très grosse machine qui mine du charbon en Allemagne. Et je ne sais pas si vous voyez, vous avez une petite voiture là, vous avez un tracteur là. Donc c'est une des machines les plus grandes construites par l'espèce humaine. Et on a à peu près 20% des émissions de CO2 qui proviennent du charbon. Donc la grande solution en fait pour régler notre problème énergétique, c'est de tout électrifier. Ce qu'il ne faut pas oublier, c'est qu'il faut bien sûr que cette électricité soit verte. Et c'est pour ça que c'est un problème d'information essentiellement. La mission d'Electricity Map, c'est d'organiser toute l'information du monde de la data, de l'électricité globalement. Pourquoi l'organiser? C'est pour catalyser une transition d'un système vers un système qui soit complètement décarbonisé ou décarboné. Et quand on parle d'un système complètement décarboné, pourquoi est-ce qu'on a rajouté la partie truly decarbonized, vraiment pour dire réellement décarboné? Alors, vous m'excusez, les slides sont en anglais, mais je vous explique quand même. C'est justement parce que de nos jours, pour l'instant, les entreprises
peuvent se proclamer 100% renouvelables, ou en tout cas 100% bas carbone, dans le scope 2 que justement Lou nous a présenté avant. Et pourtant, physiquement, elles sont encore connectées à un réseau qui est alimenté par de l'électricité qui vient de carburants fossiles. Alors, comment c'est possible? Il s'avère qu'il y a plusieurs manières de comptabiliser l'origine de l'électricité. Il y a une manière qui est basée sur des certificats qui actuellement n'ont pas la granularité requise pour permettre réellement d'affecter correctement, disons physiquement, les émissions. Donc, vous pouvez avoir une entreprise qui va dire, bah, écoutez, moi, je consomme de l'électricité durant la nuit, mais j'ai acheté des certificats solaires, donc, en fait, j'utilise de l'électricité solaire durant la nuit. Il est aussi possible pour une entreprise ou par exemple, une usine en Allemagne qui achète des certificats d'Islande, alors qu'il n'y a aucun moyen que cette électricité puisse passer de l'Islande à l'Allemagne, et pourtant, ils peuvent quand même acheter ce certificat et dire je suis vert. Donc, c'est un gros problème. C'est le problème numéro 1 qu'Electricity Map essaye de régler. Et si on garde en tête le challenge numéro 1 qui est d'électrifier le système énergétique pour le décarboner, sans données précises sur l'origine de l'électricité, on risque de rater la plus grande opportunité de décarbonation qui est devant nous. Donc Electricity Map, c'est quoi? C'est une plateforme qui quantifie, cartographie l'empreinte carbone de l'électricité globalement et en temps réel. On a des données temps réel, on a des données historiques et on a des prévisions dans le futur. Pour ceux qui sont experts du système et système électrique, on a aussi les émissions marginales et on a une composante open source qui nous différencie pas mal et je vais en discuter un peu plus. Donc en 2 mots, je ne vais pas vous faire une démo de l'interface parce que ça prendrait un peu trop de temps, mais vous pouvez y accéder, vous tapez sur Google Electricity Map et vous pouvez y accéder. On a aussi une app. Donc ça vous montre en fait en temps réel l'origine de l'électricité. La couleur sur la carte va vous montrer pour chaque kilowattheure que vous consommez à un endroit quels sont les gaz à effet de serre dont vous êtes responsable, en prenant en compte la production locale. Donc par exemple, est-ce que l'électricité actuellement, localement, est produite avec du charbon? Peut-être que le vent souffle, du coup il y a peut-être de la production éolienne. Et ils vont aussi prendre en compte les imports et les exports d'électricité transfrontaliers parce qu'il y a des pays qui sont plutôt petits qui vont à des moments dépendre beaucoup de l'import d'électricité. Par exemple, au Danemark, qui est un petit pays nordique, vous avez souvent 20 à 30% de l'électricité qui vient des voisins. Et si vous importez d'un voisin comme la Norvège, qui est 100% bas carbone, c'est différent que d'importer, par exemple, de l'Allemagne, qui risque souvent d'être alimenté au charbon, parce que quand les Danois importent de l'électricité des Allemands, ça veut dire qu'ils n'ont pas d'éolien, et quand il n'y a pas d'éolien en Danemark, il n'y en a pas non plus en Allemagne. Donc voilà, c'est le genre de choses qu'on a sur la plateforme, qui attire maintenant pas mal de monde. On a à peu près, je crois que d'après les dernières stats, 10 000 visiteurs uniques par jour qui consultent la plateforme régulièrement pour regarder un petit peu l'évolution du système électrique. Et en ce moment, avec les prix du gaz qui s'envolent, je vous invite à jeter un coup d'œil sur les prix d'électricité sur Electricity Map pour regarder un peu les conséquences sur la production de gaz. C'est assez fascinant. J'ai été creusé dans les archives un petit peu pour vous montrer un peu le début d'Electricity Map. Et je vais vous parler un petit peu du tout début, du pourquoi. Alors, il faut savoir qu'en 2015, donc il y a 6 ans, je travaillais dans une entreprise, une start-up qui s'appelait Snips. Peut-être que certains d'entre vous la connaissent. J'étais responsable engineering et data science et on travaillait sur les sujets intelligence artificielle. Et je suis tombé sur ce tweet de Bret Victor. Alors, Bret Victor, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un des inventeurs de l'iPad. C'était le designer principal qui nous disait justement, en fait, se soucier du problème de l'intelligence artificielle pendant que les pôles fondent, on a la glace qui fonde. C'est un petit peu comme rester sur les rails d'un train alors que le train est en train d'arriver et en se disant, bah, tiens, est-ce que je vais me faire frapper par la foudre? Et donc, j'adore un peu ce côté très provocateur qu'il a eu en disant, mais ce serait quand même pas mal si l'énergie des startups, on la dirigeait vers des problèmes environnementaux, en sachant qu'en 2015, personne ne parlait vraiment climat à l'époque. Donc ça, moi, ça m'a beaucoup mobilisé. Et du coup, je suis tombé, c'est pour ça que c'est à ce moment-là que j'ai créé un petit peu qu'on a beaucoup communiqué autour de cette citation modifiée sur le changement climatique. Et le vrai point de départ pour moi, ça a été de me dire, mais est-ce qu'on peut vraiment être alimenté par l'électricité 100% renouvelable tout le temps?
parce qu'il y a beaucoup d'articles sur le Danemark. Alors, il faut savoir que je suis franco-danois et du coup, j'habitais au Danemark. J'habite encore au Danemark d'ailleurs. Et je voyais un peu ces articles qui disaient, bah, tiens, le Danemark, il a tourné maintenant une journée entière sur l'énergie éolienne. Je me disais, mais est-ce que c'est vraiment possible? Ce serait quand même pas mal si on avait une data vise qui nous montrait d'où vient l'électricité en temps réel. Donc, c'était vraiment au début pour vérifier ces propos qui me paraissaient quand même assez suspects. Et donc, j'ai voulu créer un système, disons, auto-réplicatif ou auto-catalytique, c'est-à-dire créer un signal carbone qui puisse être complètement décentralisé ou très décentralisé, qui pouvait avoir ambition de devenir une single source of truth, donc une source d'autorité sur le sujet, qui devait du coup être open source pour devenir source d'autorité, parce que sinon on a un problème de confiance. La contrainte, c'était de dire, me donne un mois et on voit qu'est-ce que je suis capable de faire. Une approche plateforme, donc là, c'est côté autocatalytique justement, c'est de dire, faisons une plateforme où les gens peuvent contribuer pour ensuite améliorer cette plateforme. Et ça permet d'avoir des systèmes, un effet en fait autocatalytique où on va essayer de plutôt créer des outils pour laisser les autres créer de nouvelles features, régler des problèmes qui existent. Et donc, il y avait une vraie philosophie qui était de dire, quand il y a un problème, on va plutôt essayer de créer des outils pour que d'autres résolvent ces problèmes-là, plutôt que ce soit moi qui manuellement en fait maintienne ou doivent régler tous les problèmes sur la plateforme, parce que sinon, ça ne pourra pas scaler. Et donc ça, c'était le premier prototype d'Electricity-Map. Donc je vous ai promis quelques archives. Voilà, très très simpliste, 3 pays sur la carte. C'était vraiment le proto pour voir un petit peu les insights. Et c'était très 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 intéressant au début. Par la suite, ça c'était la première version qui a été lancée début 2016, que j'ai envoyé, je pense, à une centaine de personnes dans le monde de l'énergie. Je crois que j'ai eu quelques visiteurs qui ont très rapidement cliqué dessus et ensuite rien du tout pendant plusieurs mois. Et en embrigadant pas mal de monde sur le projet open source, petit à petit, on a commencé à pouvoir travailler plus sur l'interface, rajouter plus de pays. Vous voyez que la couverture en Europe, en tout cas, augmente. On a des petits tooltips. Donc, il y a pas mal de nouvelles features qui ont été ajoutées comme ça. Et en sachant que la philosophie vraiment pour le développement, c'était d'avoir un maximum de feedback des utilisateurs. Donc, il y avait un lien, si vous voyez en bas à droite ici, qui disait est-ce que vous avez trouvé des bugs, appuyez ici, comme ça vous pouvez donner votre feedback. Le projet est open source, c'est vraiment de dire allez vraiment voir le projet open source si vous voulez contribuer. Et l'idée après, c'était vraiment d'optimiser pour une agilité, c'est-à-dire faire en sorte qu'on puisse itérer très 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 vite sur la plateforme. Derrière, il y a eu à peu près 10 mois après, une publication sur Hacker News et sur Reddit qui a fait complètement exploser les serveurs qui n'étaient pas du tout optimisés. Voilà, donc on parle à peu près de 11 000 visiteurs uniques par heure, à peu près 1000 requêtes par minute. Il faut savoir que c'est tout du temps réel, tout ce qu'on montre. Donc, il y a quand même une infrastructure à mettre en place. Quelques nuits blanches de passer à rattraper tout le système. Pas mal de publications à droite à gauche. Vous avez même des choses qui sont parues en Asie. Vous avez des profs qui commencent à utiliser Electricity Map. Et donc, une visualisation, disons qu'il y a eu pas mal de succès, surtout dans un débat renouvelable nucléaire qui fait beaucoup parler en tout cas. Quelques expérimentations aussi, je passe très vite, mais qui ont été faites pour montrer en fait qu'est-ce qu'on peut faire avec le signal carbone. Donc, prototypes sur l'Apple Watch qui vous montrent exactement quantité de renouvelables, des prototypes sur Google Assistant, une app qui se connecte au Linky pour dire mais quelle est l'empreinte carbone de mon électricité là tout de suite à la maison et qu'est-ce que je pourrais faire pour la réduire. Par exemple, est-ce que je pourrais consommer de l'électricité à un moment différent? Et au final, des vidéos qu'on publie de temps en temps. Alors, chaque année, on publie une vidéo sur YouTube qui est un time-lapse, une accélération comme ça on prend un screenshot de l'Electricity Map par heure qu'on met dans une belle vidéo comme ça qui montre en fait que les pays clignotent et changent de couleur au cours du temps. Et donc, je ne vais pas vous faire toute l'histoire parce que il n'y aura pas le temps, mais je vais vous donner un petit peu l'état de la situation maintenant, quelques années après. Donc, on a un cœur qui est open source. On a une data platform où on a construit autour du cœur open source. Une partie de cette plateforme, elle alimente l'application gratuite qui est vue par tout le monde. Et une autre partie, c'est une API qui est commerciale
qui contribuent, où on aide les entreprises à faire leur bilan carbone, par exemple. Et je vais un peu accélérer parce qu'on va pas avoir le temps de parler de tout, mais on a rajouté pas mal de couches d'intelligence artificielle ou de machine learning en fonction de quel buzzword vous voulez utiliser. Maintenant, la couverture est très très large sur Electricity Map. Ça, c'est grâce à l'ensemble des contributeurs du projet open source qui nous ont aidés à sourcer ces données, à les maintenir. Et donc, j'en suis très très fier. Nous avons une entreprise qui a aussi réussi à grandir. Donc, on l'a utilisé maintenant dans beaucoup d'apps, dans beaucoup de projets. Je vais vous mentionner le projet que je trouve le plus excitant. Savoir que Google, maintenant, tous leurs data centers utilisent nos prédictions à 24 heures pour optimiser et décider quel est le moment le plus optimal pour lancer certains calculs qui utilisent beaucoup d'électricité dans leur data center. Et l'autre partie maintenant, c'est que si vous êtes client si vous utilisez Google Cloud, vous avez une nouvelle fonctionnalité maintenant en bêta qui vous permet d'avoir le bilan carbone de votre cloud. Et donc, il faut savoir que c'est les données Electricity Map qui aident Google à calculer leur empreinte carbone. Et bientôt, on sera aussi chez d'autres providers cloud, mais je ne peux pas trop en dire plus. Et pour terminer tout ça, petit bonus, j'ai été sur Google Cloud d'ailleurs calculer l'empreinte carbone du service Electricity Map. Et donc, pour les curieux, il s'agit à peu près de 50 kg de CO2 par mois. Vous pouvez voir ici que c'est notre base de données qui utilise le plus. Et en sachant que 50 kg de CO2 par mois, si on met ça sur une année, ça fait quoi? Ça fait à peu près un aller-retour en avion, à peu près, donc en Europe, un Paris-Copenhague en avion, je pense que c'est à peu près ça. Donc voilà, je suis ravi de prendre quelques questions en plus. J'ai été très rapidement, je serais ravi de discuter plus longuement. Et sinon, vous avez mon Twitter ici, n'hésitez pas à me pinguer. Je suis ravi d'avoir une discussion plus approfondie. Merci beaucoup, Olivier. Il y a quelques questions sur le chat. Moi, j'avais peut-être une question. Comment est-ce qu'on devient bénévole sur Electricity Map? Alors, on a un GitHub où il y a toutes les infos nécessaires. Et si vous allez sur l'app Electricity Map, vous allez voir un lien en bas à gauche qui va vous dire le code est open source. Appuyez ici si vous voulez filer un coup de main. Et dans notre guide, il y a justement une liste des sujets sur lesquels vous pouvez nous aider. Ok. Et si je me souviens bien, vous avez aussi un Slack Electricity Map, non? Oui, exactement. Et donc, pareil, il y aura un lien Slack. Vous cliquez dessus, vous arrivez sur notre Slack et vous pouvez discuter avec nous, en sachant que là, il y a pas mal de personnes qui sont en vacances. Faut savoir, ce qui est intéressant d'ailleurs, c'est que en général, les contributeurs ont envie de travailler pendant les vacances parce qu'ils ont un peu de temps libre. Il faut savoir que nous, du coup, on est en vacances. Donc, ça fait une dynamique intéressante. Je ne sais pas si vous avez ça chez vous aussi, mais voilà. Et peut-être dernière question de mon côté, c'est quoi Electricity Map en 2022? Alors, beaucoup de choses vont se passer en 2022, justement, après notre refocus. On va ouvrir beaucoup de données. Je ne peux pas tout dire, mais il va y avoir un gros travail de refonte de la plateforme qui va montrer un dataset beaucoup, beaucoup plus large. Donc ça va être entre autres la partie plutôt communautaire. Et après, vous allez sûrement voir Electricity Map utilisé dans beaucoup plus de produits et de systèmes. Donc voilà, stay tuned. Ok, on a hâte de voir ça. Au niveau des questions, il y avait une question sur un peu l'usage des données créées par la plateforme, mais je pense que tu as déjà répondu, et aussi du côté prédiction avec vos algos de ML. Et ça, je pense qu'on peut directement te contacter pour en savoir un peu plus sur le type de ML que vous utilisez, comment vous l'avez mis en place, et Absolument. comment vous optimisez l'empreinte carbone de vos algos aussi de machine learning. Pour que le serpent se morde bien la queue. Oui, absolument. T'as tout dit. Est-ce que je ne vois pas d'autres questions? Est-ce que tu veux rajouter quelque chose? Non, encore une fois, alors oui, je vais rajouter une dernière chose. Non, mais c'est surtout je pense qu'on s'est beaucoup battu pour avoir un projet open source avec un angle commercial qui fonctionne. Et pour moi, c'est vraiment en fait l'exemple parfait qui est qu'on peut avoir un gros impact et créer une entreprise en ayant une forte composante open source et en ayant un impact sur le monde. Et donc pour moi, je fais vraiment un appel à projets qui se montent un peu dans le même modèle. Et je suis ravi de filer un coup de main ou de discuter avec des personnes qui ont ces problématiques un petit peu. Est-ce que je dois monter une NGO? Est-ce que je dois monter une entreprise? En fait, on peut faire un peu des deux. Voilà.
Ok, bah, je pense qu'on est d'accord. Et moi, ça fait un certain temps que je te suis et je sais tout ce que vous avez fait chez Tomorrow, chez Electricity Map, toujours ultra inspirant sur la transparence que vous avez sur tous les projets, ce qui marche pas, ce qui marche, et hâte de voir ce qui va se passer en 2022. Peut-être Théo, tu veux remonter sur scène? En tout cas, Olivier, on va te remercier. On va te laisser aller dîner et on va laisser aussi tous les gens Attends, qui moi sont. j'ai juste une question pour Olivier. Ah ouais. Est-ce que tu as une idée de l'impact justement que ça a à travers les multiples applications? Parce que je pense il y a beaucoup de détracteurs de la data et environnement, ça semble pas compatible. Là, on a vu deux exemples qui ont en fait énormément d'impact entre toi et Lou. Mais du coup, là, tu montres en gros au pire, on va dire 1 tonne de CO2 par an. Est-ce que tu as une idée des tonnes de CO2 que tes services arrivent à éviter? Alors pour l'instant, c'est très difficile à quantifier parce qu'on n'a pas assez d'informations sur la manière dont nos clients utilisent la donnée. Mais j'espère que l'année prochaine, on va pouvoir faire une quantification plus précise en sachant que de loin, le plus grand acteur de tout ça, ça va être Google, parce que quand Google fait de l'optimisation sur tout leur data center et arrive de réduire de quelques pourcents l'utilisation à des moments de pic, en fait, quand tu multiplies ça au niveau mondial, ça représente énormément d'émissions évitées. Donc voilà, j'ai une réponse pas très satisfaisante pour l'instant et j'espère pouvoir en avoir une plus satisfaisante l'année prochaine quand on aura poussé un peu Google à ouvrir un peu plus des données sur la manière dont ils utilisent nos services. Ok, merci. Mais sinon, j'avais rien d'autre de plus à rajouter. Je pense que c'est l'heure pour beaucoup de gens d'aller manger. En tout cas, on est ravis du nombre de personnes encore qu'il y avait sur ce Monthly Marty. Juste pour le mettre dans le chat avant que tout le monde s'en aille, si vous n'êtes pas encore sur le Slack, n'hésitez pas à rejoindre la communauté. C'est ouvert à tous, je l'envoie dès à présent. Et ensuite, on enverra un compte-rendu avec tous les liens qui ont été partagés ce soir et les différentes informations sur Twitter, LinkedIn, Slack, Meetup, mail. On va faire un petit peu tout pour que vous ayez bien les infos. Et sinon, rendez-vous l'année prochaine en pleine forme pour les prochains Monthly Marty, des démos des projets qui ont été lancés dans les derniers mois et le lancement de la saison 10 en février. Ouais, ça résume à peu près tout. C'est une super année et on a trop hâte de continuer en 2022 et qu'il y ait encore plus de monde qui contribue à la sauce et aux différents projets. Et on a plein de choses dans nos cartons à dévoiler. Voilà. Merci à tous. Bonne soirée, bonne fête de fin d'année et à très bientôt. Salut!